Bienvenue sur le podcast de Transition urbaine. Transition urbaine est une association sans but lucratif dédiée à l'accélération des transitions sociales, écologiques et démocratiques de la fabrique de la ville. Rencontre après rencontre, nous donnons la parole à celles et ceux qui font la ville autrement. Aujourd'hui, on traite l'enjeu du vieillissement de la population, et ça commence par savoir où est-ce qu'on va vieillir, où est-ce qu'on trouvera les meilleures conditions et un habitat adapté. Nos EHPAD sont pour beaucoup des repoussoirs. Nos maisons individuelles sont inadaptées, éloignées des bonnes personnes et des services qui nous permettront de nous maintenir en bonne santé. Elles accélèrent même parfois la perte d'autonomie et l'isolement des personnes, avec de graves conséquences psychosociales. L'habitat intergénérationnel est un mode d'habitat alternatif qui favorise l'échange entre générations et l'entraide. Il se compose de logements privatifs et d'espaces communs et s'adresse aux personnes âgées souhaitant être entourées, mais aussi aux étudiants, jeunes actifs et familles attirées par un mode de vie plus solidaire. Les projets de construction de logements intergénérationnels sont généralement lancés par des structures publiques, comme les bailleurs sociaux ou les communes, et parfois par des fonds privés, sans que la solidarité soit forcément toujours au rendez-vous. Car pour partager un lieu de vie, il faut de l'animation, des règles à respecter et des espaces où se rencontrer. L'association de Passage Ensemble a justement pour objectif de créer et animer des lieux de vie intergénérationnels, qui plus est en centre-bourg rural. Alors, elle en est qu'au tout début, mais l'idée nous a beaucoup plu et on espère qu'elle inspirera. On reçoit aujourd'hui la coprésidente de l'association, Dominique Fontenot. Une ville en pleine expansion. Les transitions à mener s'accumulent, l'énergie, l'agriculture, les mobilités. Monsieur l'administrateur délégué, vous êtes chargé de l'attribution et de la répartition des logements. Comment la situation se présente-t-elle ? C'est une contribution au débat sur l'artificialisation des sols et les questions d'étalement urbain. On a privilégié la machine, la matière et l'énergie par rapport à l'être humain. C'est pour ça qu'on ne recycle pas bien les téléphones. And then perhaps the defining trend of the 21st century is population growth. On a une responsabilité sur l'épuisement des ressources et une responsabilité sur la perte de biodiversité. Chaque échec va permettre la prochaine fois de faire mieux et chaque échec est autant instructif qu'un succès. Des projets d'urbanisme qui sont indispensables du fait d'une circulation toujours plus intense. Ce plan est un plan que le public notait pour venir voir. Il s'agit du plan de sauvegarde, non ? Si on est une grande part du problème, on est forcément une grande part de la solution. On va peut-être couler moins de béton et miser plus sur l'intelligence et finalement changer de matière grise. Bonjour Dominique. Bonjour Lucie. Peut-être une question pour commencer, avant de rentrer dans l'association Passage, c'est que tu nous racontes ton parcours, d'où tu viens et qu'est-ce qui t'a donné cet intérêt pour l'habitat intergénérationnel. Alors mon parcours, j'ai un parcours assez classique, j'ai fait mes études à Nantes, je suis partie travailler à Paris, j'ai toujours été entre Nantes et Paris, j'ai travaillé 15 ans dans le conseil, en organisation système d'information et après 15 ans en banque, dans un siège d'une des grandes banques françaises, et donc toujours entre Paris et Nantes. Et à l'occasion d'une réorganisation, puisque je dirigeais une filiale, j'ai décidé de quitter ce travail. C'était il y a 1 an et demi maintenant, et je me suis posé la question de qu'est-ce que j'allais faire, et m'est revenue en tête une conversation que j'ai eue il y a très longtemps avec une amie allemande sur le mélange des générations, puisque en Allemagne, on a beaucoup d'EHPAD ou de maisons de retraite à côté d'écoles maternelles, à côté de lieux de formation pour jeunes avec handicap. Et voilà, et ça m'est vraiment revenu en tête, parce qu'à cette époque-là, j'avais ma grand-mère qui était rentrée en EHPAD et qui déclinait, et elle se réveillait, ses yeux s'illuminaient uniquement quand elle voyait mes enfants. Donc je me suis dit, je vais creuser. Et grande chance, à Nantes, on a les Écosolis. Et les Écosolis, à l'époque, avaient commencé juste une formation. Qu'est-ce que c'est les Écosolis, peut-être ? Alors les Écosolis, ouais, exactement. C'est un lieu organisé autour de l'économie sociale et solidaire, et où on a des formations, ou des formations des informations. Et là, on avait une semaine avec un projet Popcorn qui vraiment donne de grandes informations pour monter une entreprise d'économie sociale et solidaire. Et l'habitat inclusif, donc l'habitat intergénérationnel, en fait partie. Et c'était en septembre 2024. Voilà. Et donc, j'ai vraiment commencé tout de suite, je me suis plongée dans ce sujet-là. Et c'était le début de cette nouvelle histoire pour moi.
Donc, ça commence par une reconversion professionnelle et donc un cheminement personnel, mais tu décides de fonder une association. Alors, on a d'abord fondé une SCI, puisque quand on veut un habitat, alors ce qui était important donc pour moi, c'était de trouver un habitat existant, une maison existante, c'est-à-dire en milieu rural, donc dans un bourg, à proximité des commerces, justement pour lutter contre l'isolement, pour faciliter la vie des habitants demain. Donc, on a d'abord créé une SCI il y a un petit peu plus d'1 an, quand on a trouvé une maison, donc une grande maison, hein, minimum il faut 350 mètres carrés, à Moisdon-la-Rivière, à rénover, etc. Et on a fondé l'association il y a à peine 1 an, donc c'était septembre 2025. L'association a pour but, en effet, de faire vivre cette maison. On en reparlera de son fonctionnement. Donc les thèmes de l'association, c'est vieillissement, lutter contre l'isolement et le vieillissement solitaire, voilà. Et donc en plus une sorte de revitalisation des cœurs de bourg qui vous tient à cœur aussi. Donc c'est le premier projet de l'association. C'est pour l'instant, elle se concentre sur Moisdon-la-Rivière. C'est le premier projet de l'association. Il n'est pas fini. Donc la SCI porte tous les travaux de la maison. En cible, on aura 6 appartements, 3 appartements seniors, 2 appartements famille monoparentale et 1 appartement jeune actif. Des parties communes, puisque ça va vraiment avec l'habitat inclusif, l'habitat partagé. Donc une grande pièce de vie, une buanderie, un gîte, donc qui en fait servira de chambre d'amis pour les habitants. Chaque habitant aura des nuitées gratuites pour recevoir sa famille et un grand jardin. Et donc en fait la SCI va mettre à disposition les parties communes de l'association. Et en échange, l'association doit meubler ces parties communes. Et surtout, l'association, son rôle, c'est de coordonner la maison. Et donc, au moment d'ouverture, il y aura une coordinatrice de vie sociale et partagée qui animera la maison pour les habitants, avec et pour les habitants, parce que l'habitat inclusif et l'habitat partagé, c'est vraiment un habitat par et pour les habitants. Donc, ce sont eux qui décideront des règles de fonctionnement. Et le rôle de la coordinatrice, c'est aussi de faire le lien entre cette maison et les associations environnantes et le bourg. Voilà, c'est une maison qui doit vivre dans son lieu, voilà, donc à Moisdon-la-Rivière. D'accord, donc là tu te projettes déjà, tu nous expliques déjà la suite. Est-ce qu'on va peut-être revenir un peu sur l'histoire de ce projet? Tu nous as dit une grande maison, vous la trouvez comment? À qui elle appartient auparavant? C'est quoi son histoire? Alors exactement, quand on a cherché, moi j'ai cherché dans un rayon de 50 km autour de chez moi, donc minimum une maison de ce que je disais 350 mètres carrés, dans un cœur de bourg, en milieu rural. Et donc là on a trouvé à Moisdon-la-Rivière. La maison appartenait à la mairie, mais c'est une maison qui a une belle histoire, parce qu'en 1920, elle appartenait à un propriétaire privé qui l'a donnée à une association catholique pour loger les frères qui allaient enseigner à l'école des garçons. Et donc, en fait, pendant très longtemps, donc les frères et après les instituteurs ont logé dans cette maison. Et puis après, donc au moment du déménagement de l'école des garçons, donc qui est devenue l'école privée de Moisdon-la-Rivière, au moment de ce déménagement, la maison a été vendue à la mairie. Et la mairie avait sans doute des projets, mais finalement, ils ont relogé une congrégation des sœurs. Et puis, quand les sœurs sont parties, parce que la maison devenait trop grande pour elles, ils ont décidé de la vendre. Donc moi, j'ai présenté mon projet. La mairie a été emballée par le projet. C'est un vrai soutien aujourd'hui. Et donc, ils m'ont vendu la maison il y a 1 an et demi. Ok, c'est important d'avoir un soutien politique local pour ce genre de projet. Oui, c'est très très important. En fait, voilà, c'est important que la mairie soit impliquée, c'est important que le CCAS soit impliqué, puisqu'on va toucher aussi des gens isolés. Et le CCAS est au cœur de cette problématique, dans la ruralité particulièrement. Donc oui, c'est vraiment important. CCAS, c'est Centre communautaire d'action sociale? Oui, c'est ça. Ok, super. Tu nous as parlé de vente. Est-ce qu'il y a une... Est-ce que c'était un prix symbolique ou est-ce que c'était quand même Non, pas du tout. C'était pas du tout un prix symbolique. On a fait une vraie négociation entre la mairie et moi. Voilà, la mairie voulait pas du tout brader ce lieu, mais ils ont accepté quand même une diminution du fait du projet. Mais non, c'était une vraie négociation. D'accord. Ça me permet de rentrer un peu dans les détails, dans le cœur de la machine. Pour la partie logement, comment est-ce que donc là c'est porté par tu nous as dit une SCI. Comment est-ce que vous trouvez un peu votre équilibre financier dans ce projet? À qui est-ce que vous avez emprunté pour faire tous ces travaux, etc.
Alors, c'est vraiment un projet privé, hein, donc ce sont que des financements en propre et par emprunt. Donc on a fait appel à une banque classique, puisque en fait, quand on est une SCI, on n'a pas droit au prêt à taux zéro de certains soutiens. Donc on a fait un emprunt classique. La seule aide qu'on peut avoir et que je n'ai toujours pas réussi à débloquer à aujourd'hui, c'est l'aide de l'ANA, puisque l'ANA a mis en place il y a 1 an et demi maintenant des aides pour les habitats participatifs et les habitats inclusifs. Maintenant, ça met du temps à se mettre en place, à faire le lien entre Paris et les régions, et donc j'ai pas encore trouvé un interlocuteur en Loire-Atlantique qui comprenne bien le projet. Mais c'est la seule aide qu'on pourrait avoir aujourd'hui sur la SCI. D'accord. Et sur la partie travaux, il me semble que vous organisez vous mettez à contribution les membres de l'association pour les chantiers. Oui, alors l'association compte 9 membres qui sont membres du conseil d'administration. Pour autant, il y a une trentaine de bénévoles. Et en effet, beaucoup de bénévoles sont venus dans certaines phases du projet. Alors, la démolition, c'est très bien. Voilà, si vous voulez aller à la salle de sport, venez démolir, ça vous évite ça justement. Et puis quelques travaux de finition là sur le gîte, donc le parquet, les peintures. Donc oui, il y a beaucoup de bénévoles qui se sont mobilisés. Donc une mobilisation des bénévoles sur la phase travaux et sur la phase d'exploitation ensuite. Alors ce sera sans doute pas les mêmes bénévoles, mais il y a d'autres bénévoles qui participeront. Je pense à l'animation des ateliers par exemple. Il y a des gens qui sont prêts à venir animer quelques ateliers, donc des ateliers qui se feront pour les habitants, mais aussi pour les habitants de la maison, mais aussi ouverts aux autres habitants de Moidon-la-Rivière et communes environnantes. Donc ce sera sans doute pas la même chose, ouais. Oui, il y a aussi une volonté de s'ouvrir sur la ville, d'ouvrir cet espace. Complètement. Tu as commencé à parler des typologies de logements que vous créez, qui sont à destination donc familles monoparentales, personnes âgées. Comment est-ce que vous recrutez ces futurs habitants ? Alors, ça va pas être si simple que ça. On va recruter déjà des gens qui sont intéressés par le projet. Vraiment, il faut pas être intéressé par un logement libre, sachant qu'on est sur une région où on manque de logements, mais qui sont vraiment intéressés par le projet. Donc, les appartements sont complètement autonomes, hein. Donc chacun a sa cuisine, son salon, sa chambre, et les familles, il y a 3 chambres. Donc chacun peut vivre en autonomie, mais en fait, il y a le partage des lieux communs, et puis surtout, il y a des règles, justement, des règles de fonctionnement à mettre en place pour ces lieux communs. Donc c'est vraiment ce que j'appelle moi du voisinage plus, c'est-à-dire on a envie de respecter les lieux communs et la vie et cette vie partagée, mais aussi on a envie d'entraide, on a envie d'aider son voisin, on a envie de savoir s'il va bien, on a envie de lui proposer d'aller faire les courses s'il y a besoin, on a envie de l'aider sur quelques papiers administratifs s'il y a besoin, on peut jeter un coup d'œil sur les enfants s'ils rentrent de l'école tout seuls. Voilà, donc il faut vraiment qu'on arrive à juger de cette envie. Donc en fait, dans les gens qui vont se proposer, on fera des groupes, on les fera travailler ensemble pour voir si en effet ça match entre eux. Donc le début, c'est moi qui vais et d'autres membres de l'association qui vont les recruter, mais en fait très vite ce sont eux qui se recruteront. Voilà. Quand les gens bougeront, ce sont eux qui se recruteront pour être sûr que ça fonctionne entre eux. Oui, comme dans une colocation. Exactement, ce sera le même principe que d'une colocation. Au moins certaines colocations où ça fonctionne en cooptation. C'est ça. En plus de ces membres bénévoles, tu nous as parlé d'une AVP, assistante de vie sociale, c'est coordinatrice de vie sociale et partagée ou assistante de vie sociale et partagée. Donc là, c'est un vrai métier. C'est un vrai métier. Il y a des plaidoyers au niveau national par le réseau APA, donc le réseau d'habitat partagé et accompagné, pour que ce métier soit reconnu, puisque les habitats partagés ou les habitats inclusifs se développent. Et ce métier, voilà, qui aujourd'hui n'est pas cartographié, mais donc il y a un plaidoyer pour qu'il soit reconnu. Et donc le rôle de la coordinatrice de vie sociale et partagée, ça va être d'animer le comité des habitants, hein, qui est un point obligatoire, minimum 1 fois par mois, voire plus si besoin, donc pour justement
définir cette charte de fonctionnement au niveau des lieux communs. Et surtout, son rôle, va être de faire le lien entre les habitants entre eux, les habitants et l'association, la maison et la communauté, donc la ville, d'autres, les maisons de santé, enfin les maisons de santé potentiellement, les auxiliaires de vie s'il y a besoin, les intervenants dans la maison, voilà. Donc elle a vraiment, elle organise la maison et la vie extérieure. Où est-ce que tu trouves l'argent pour employer cette personne? Ouais, le département finançait les AVP jusqu'à, je crois, il y a 1 an. Donc, faute de moyens, ils ont décidé d'arrêter le financement de tout nouveau projet. Donc, en fait, nous, on s'est dit, mais on veut pas faire porter ça sur les habitants, puisque c'est quand même un salaire, même si dans une maison de 6 appartements, elle devrait être là 3 demi-journées par semaine. Donc, en fait, on a décidé plutôt que d'avoir une chambre d'amis, en fait, d'avoir un gîte. Et donc, le gîte vient d'ouvrir. Donc, le gîte, il a 2 chambres, une pièce de vie, et ce gîte va être mis en location. Et la location, on l'espère, va financer au moins en partie le salaire de l'assistante de vie sociale et partagée. Donc, c'est un moyen de ne pas le faire peser sur les habitants. Et l'entretien du gîte, c'est géré par la SCI ou l'association? L'association, parce qu'en fait, le gîte fait partie des lieux communs, puisqu'il servira de chambre d'amis pour les habitants. Donc, c'est l'association qui va le gérer. Et demain, sans doute, le gîte vient d'ouvrir, on va dire, avant les appartements, donc ce qui est très bien, puisqu'il va permettre de financer l'aménagement des lieux communs aujourd'hui. Et à partir de l'ouverture, donc l'assistante de vie sociale et partagée, et sans doute les habitants de la maison devront participer à l'entretien du gîte, accueillir les visiteurs. Ils décideront si oui ou non, d'ailleurs, ce sont eux qui font le ménage ou ils prennent une prestation, mais là aussi, ce seront les habitants qui décideront. Donc ça veut dire un recrutement, non, une commercialisation de tous les logements en même temps et que tous trouvent preneurs en même temps. Alors ça c'est l'idéal. Pour autant, il y en a peut-être qui ouvriront un petit peu avant. Et voilà, en effet, sur la base de discussions importantes avec les gens pour qu'ils partagent bien ce projet. Parce que idéalement, j'ai rarement vu, pour le coup, d'habitat qui trouve tous les locataires en même temps. Donc voilà, on verra si on est dans l'idéal ou pas. Et là, tu en es où vous en êtes où dans le processus? Est-ce qu'il y a déjà des manifestations d'intérêt Il y a, oui, 1 ou 2 personnes, en effet, qui sont intéressées par le logement. Et on va faire une porte ouverte, là, les 27 et 28 juin, pour présenter un logement senior, un logement famille, la grande pièce de vie et le gîte. Alors, ils sont pas finis, mais on a une belle idée des volumes, donc on peut se représenter l'appartement. Donc, on fait cette porte ouverte-là pour que, justement, les gens imaginent, parce que c'est une réflexion qui prend du temps de quitter sa maison, en tout cas pour les seniors particulièrement, de quitter sa maison pour venir dans ce type d'habitat. Donc voilà. Donc comme les logements n'ouvriront pas avant avril 2027, on fait cette porte ouverte tout de suite pour permettre de se projeter. S'acclimater, se projeter. Et donc pour clarifier, c'est pas du tout les membres de l'association qui ont vocation à habiter ce lieu. Pas du tout. Il y en a même aucun qui ira dans le gîte, enfin en tout cas à court terme déjà. Alors même s'ils sont représentants de toutes les catégories, jeunes, moins jeunes et familles monoparentales, tout ce qu'on veut, mais pour autant non, il y en a aucun qui devrait y aller à très court terme. Et ce ne sont pas des logements sociaux. Quelle est votre politique de loyer Alors, on n'est pas du tout sur des logements sociaux, enfin ultra social. En revanche, on va quand même mettre en place des logements intermédiaires. Là aussi, c'est par notre choix, puisqu'on est sur du privé complet. Mais sur les logements famille, par exemple, le loyer intermédiaire sur la région de Châteaubriand, il doit être à 9,80 € du mètre carré. Et en fait, pour pas arriver à des loyers qui sont complètement, je trouve, hors marché, en tout cas non accessible à des familles monoparentales particulièrement, on va avoir les 2 logements famille et un logement senior qui seront en logement intermédiaire. Et donc en plus un financement de ces espaces communs et l'animation de ces espaces communs qui est complètement indépendant des loyers. Vous avez aussi lancé une campagne Ulule? Oui, voilà, pour démarrer l'association, là, pour que il nous fallait un peu de fonds. Donc on a lancé une campagne Ulule qui a bien fonctionné, puisqu'on a récolté 10 000 €. Et donc j'avais gagné un appel à projet du réseau APA, et on a aussi un financement de 5 000 € par le réseau APA. Donc avec les 15 000 €, on a démarré l'aménagement du gîte, et puis le gîte va servir à aménager les autres pièces de vie. Donc la grande pièce de vie en particulier, qui aura une cuisine et voilà.
pour pouvoir recevoir sa famille et puis aussi faire des ateliers. Et après, voilà. Donc le gîte, on l'a dit, servira au financement de la coordinatrice. Et les caisses de retraite, en préparant cet entretien, tu m'avais parlé que c'était aussi une source de subventions potentielles. Exactement. Les caisses de retraite peuvent nous aider, pourraient aider à l'aménagement des parties communes. Ça n'a pas été notre choix. Notre choix, en fait, c'est de leur demander de nous financer des ateliers, puisque la grande pièce de vie, elle va être prête en septembre, donc là aussi avant les appartements. Et pour faire vivre la maison et l'ouvrir sur l'extérieur, on va créer des ateliers, 2 ateliers par mois, intergénérationnels, pendant 1 an, donc à partir de septembre jusqu'à minimum juin ou juillet l'année prochaine, et des ateliers qui peuvent réunir justement des plus jeunes et des moins jeunes, donc autour de la cuisine, autour de la sophrologie, autour de l'atelier bois, autour d'un atelier écriture, autour du jeu et autour du jardinage. Et on va travailler qu'avec des professionnels ou des associations de Moisnon-la-Rivière jusqu'à Châteaubriand. Et donc, on a demandé ce financement à des caisses de retraite. Donc là, il y a 2 caisses de retraite qui, j'espère, vont nous suivre pour les financer. Donc, implanté à Moisnon-la-Rivière, mais on sent que tu rayonnes un peu plus largement. C'est quoi l'accueil de ce projet au-delà? Donc, tu m'as dit soutien politique de la commune. Est-ce que tu sens que ça fait des émules autour de toi? Ouais, je suis allée présenter le projet à 2 communes environnantes. Enfin, je suis allée une fois dans une mairie et puis l'autre, c'est eux qui sont venus. J'ai vu la communauté de communes de Châteaubriand. Je vais continuer à en parler. Oui, le projet, il est très, très, très bien accueilli, hein. Et puis, il y a d'autres mairies qui se posent la question de est-ce que ce projet-là pourrait s'implanter chez moi, voilà, à quel titre. Bon, quand c'est un financement privé complètement, c'est pas toujours évident, mais on peut imaginer d'autres solutions avec des bailleurs sociaux, via des foncières, via des scopes. Donc en fait, toutes ces réflexions à aujourd'hui, voilà, les mairies sont intéressées par ça. Voilà, vraiment. Oui, parce que c'est quand même une démarche un peu particulière. Là, c'est vraiment une volonté propre de porter un projet très, on peut dire, politique, dans le sens où tu as des partis pris importants et des valeurs que tu portes. Qu'est-ce qui fait que pour toi, est-ce que selon toi, ça pourrait être porté par des bailleurs sociaux, ça pourrait être répliqué par d'autres institutions? Alors, il y a des bailleurs sociaux, en effet, qui valident ce type de projet. Alors, pas tous, parce que ce sont des petits projets. Il y a un nombre de logements qui est généralement limité, donc chez moi il y en a 6, mais dans d'autres on va jusqu'à 10, 12, rarement au-dessus, peut-être une vingtaine, mais pas beaucoup. Ça, c'est une condition de l'habitat intergénérationnel, de l'habitat inclusif. Alors c'est pas une condition, mais c'est rare. Enfin, en tout cas, si je sais pas si c'est dans les conditions ou pas, mais en tout cas, tous ceux que je connais sont maximum à 20 appartements. Puisque après, il faut le faire vivre, les gens doivent se connaître, il faut qu'il y ait des comités des habitants. Donc après, si on devient trop nombreux, on aura des difficultés pour mettre ça en place. Donc, en tout cas, il faut trouver des bailleurs sociaux qui acceptent. Donc, on est sur des modèles économiques qui sont différents. Je sais qu'il y a des projets c'est des projets sur 40 ans avec des bailleurs, mais on peut. Et il y a d'autres schémas, il y a des schémas où les foncières, il y a des personnes âgées qui peuvent vendre leur maison parce que de toute façon, ils la garderont pas, ils investissent dans une foncière et c'est la foncière qui est une foncière inclusive qui investit dans le bâtiment. Donc, il faut trouver en fonction des modèles, mais voilà, il y a le privé, mais il n'y a pas que le privé. Et est-ce qu'il y a une sémantique particulière pour traiter des habitats inclusifs, comme tu dis, où il y a une vraie volonté d'animer la vie collective, et des projets qui relèvent plus de projets immobiliers qui se revendiquent? Alors, on parle beaucoup au niveau national aujourd'hui d'habitat intermédiaire, c'est-à-dire l'habitat entre la maison individuelle et l'EHPAD. Donc, on parle beaucoup d'habitat intermédiaire, mais dans l'habitat intermédiaire, on met tout. C'est-à-dire les résidences services seniors sont dans de l'habitat intermédiaire. Donc, on voit bien qu'on n'est pas du tout sur les mêmes... voilà. Et ce qui est très bien, c'est qu'il y ait une offre qui soit large, puisqu'on sait que la population vieillit et il faut avoir des offres différentes. Mais on n'est pas sur les mêmes offres, on n'est pas sur les mêmes budgets, on n'est pas sur les mêmes valeurs. L'habitat inclusif, voilà, les valeurs importantes, c'est par
et pour les habitants. Donc, il y a une vraie capacité d'autodétermination. Les habitants décident de la façon dont ça fonctionne. Les habitants décident de s'ils veulent, par exemple, chez moi, des animaux de compagnie ou pas des animaux de compagnie. Ils vont décider de qui va entretenir les parties communes. Donc, ils sont vraiment acteurs du logement. Donc, ça, c'est vraiment important pour l'habitat inclusif et le fait que l'habitat soit coordonné. Donc, qu'il y ait une assistance de vie sociale et partagée. Voilà. Mais dans l'habitat intermédiaire, on verra tout. Donc, je pense que devant nous, on va avoir des éclaircissements qui vont venir, mais à aujourd'hui, c'est un grand fourre-tout quand même. Oui, et pour donner une petite anecdote personnelle, dans la rue, pas loin de chez moi, il y a une résidence partagée intergénérationnelle qui se monte. Ce n'est pas du tout le même projet, c'est 105 logements. Les espaces partagés, c'est une salle de sport et une cafétéria et un espace de coworking. C'est ça. Donc, on entendra de tout, mais j'espère qu'on viendra vers une clarification. Quels sont les principaux leviers qui ont fait que ça a marché pour toi? Tu nous as parlé du réseau APA, des écosolis. C'est important d'avoir tout cet écosystème-là qui... Ouais, c'est même crucial parce qu'en fait, dans les deux cas, que ce soit les écosolis et le réseau APA, en fait, on est en lien avec des porteurs de projets qui ont ouvert les habitats. Donc puisque le réseau APA donc rayonne sur toute la France et voilà, et ça c'est vraiment important de savoir les difficultés qu'ils peuvent avoir rencontrées, ce qui a bien marché, ce qui a pas bien marché. Donc voilà, sans faire partie d'un réseau, je pense que c'est pas possible de monter un habitat inclusif et partagé. Et il y en a beaucoup, par exemple, en Loire-Atlantique ou alors peut-être à l'échelle en France, quel est l'essor de ce mouvement? Alors, je connais pas le nombre exact en Loire-Atlantique, mais je sais qu'en tout cas, la Loire-Atlantique est un département actif. Alors, ne serait-ce que sur le réseau APA cette année, on était 12 porteurs de projets à avoir été sélectionnés, et sur les 12 porteurs, on était 4 à venir de Loire-Atlantique. Donc le fait qu'il y ait les écosolis, en effet, et le labo Habitat Inclusif sur la Loire-Atlantique aide. Et ils vont bientôt d'ailleurs mettre à jour toutes les adresses des habitats inclusifs de Loire-Atlantique, c'est un de leurs projets. Mais je pense qu'on doit au moins en avoir une 50aine, voire 70. Enfin, je crois. Hein. Donc on peut être soit personne âgée d'ailleurs, soit porteur de handicap. Hein. L'habitat inclusif, c'est l'un ou l'autre. D'accord. Voilà. Moi, je suis en intergénérationnel, c'est-à-dire qu'en plus des personnes âgées, on a des familles et des jeunes. Mais l'habitat inclusif concerne l'un ou l'autre. Donc, levier pour faire ça fonctionne. Et en parallèle, les freins? Alors, les freins, il n'y a souvent qu'une seule personne hein, à l'origine, ne serait-ce que pour financer. Voilà, il faut déjà trouver les financements pour le porteur de projet. Donc, on peut trouver des financements via des associations, via du mécénat, via France Travail, hein, puisqu'on est sur la création d'entreprises. Donc, mais c'est vrai que voilà, le sujet, c'est le financement déjà de cette fonction de porteur de projet. Et puis après, c'est le fait d'être seul et d'avoir une charge de travail qui est énorme, puisque entre l'habitat, alors qu'on soit en construction d'ailleurs ou en rénovation, la communication, le fait de répondre à des appels d'offres pour chercher justement des financements. Donc la vraie limite, c'est de pas exploser en plein vol hein, et d'arriver à tenir sur la durée, parce que la moyenne pour mettre en place un habitat inclusif, on parlait de 3 à 5 ans et aujourd'hui, je crois qu'on est plutôt entre 5 et 7. Alors, surtout pour ceux qui cherchent des financements. Le fait d'avoir des financements en propre et d'être sur l'emprunt fait que ça va quand même beaucoup plus vite. Mais si vous travaillez avec un bailleur, si vous allez chercher des financements, là, le temps est vraiment long. Ouais. Donc, c'est comment tenir sur ce temps-là. Donc là, les membres de la famille sont essentiels. Hein. Les proches voilà, sont essentiels dans le soutien au quotidien. Et puis le fait d'être du coup en structure associative et pas un porteur complètement indépendant. Exactement. On arrive peut-être au bout de cette discussion, qui on espère aura donné un peu d'espoir à nos auditeurs et auditrices et d'envie d'agir, parce qu'on voit que c'est en plein boom. Est-ce que tu as une dernière chose à partager? Donc on peut rappeler que tu as un événement dans pas longtemps, donc les portes ouvertes. Voilà, donc les portes ouvertes à Moidon-la-Rivière, 27 et 28 juin, donc le samedi et le dimanche, on va dire globalement entre 11h et 17h. Donc vous êtes les bienvenus pour avoir une idée de l'habitat et des appartements. Et une petite dernière question, est-ce que tu pourrais nous recommander un lieu qui t'a particulièrement inspiré quand tu regardais les autres habitats alternatifs, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a mis des paillettes dans les yeux? Alors, il y a une association qui s'appelle Habitage, alors, qui n'est pas en Loire-Atlantique, mais qui est en Maine-et-Loire.
mais vraiment très proche, et qui a fêté ses 10 ans il n'y a pas longtemps. Donc eux, ils étaient vraiment, vraiment précurseurs et ils ont ouvert 3 maisons. Voilà, donc ils ont un fonctionnement associatif. Les maisons appartiennent à l'association. Et c'est une très belle histoire et ils ont de très beaux habitats. Alors, ce sont des habitats uniquement seniors. Il y a assez peu d'intergénérationnels en termes d'habitat partagé, hein, et avec les valeurs de l'habitat partagé, pas les immeubles, on a tout le monde. Il y en a assez peu. Donc, je suis ravie aussi d'être assez précurseur sur ce type d'habitat. Merci beaucoup. On te souhaite le meilleur pour les prochaines étapes du projet et de cette aventure très intéressante. Dominique Fontenot, merci d'avoir accepté l'invitation dans le podcast de Transition urbaine et merci à toutes les auditrices et auditeurs pour votre écoute. Abonnez-vous et retrouvez toutes nos publications sur transition.city, transition avec un S bien sûr. À très bientôt.